Salut tout le monde, c'est Mila, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose cette fois-ci de faire une petite série de tutos pour apprendre la radiesthésie dans les grandes lignes, parce que donc, je n'ai pas la prétention d'être formateur et de vous apprendre du jour au lendemain à devenir radiesthésiste. C'est uniquement les bases pour pouvoir démarrer avec votre pendule si vous en avez envie. Alors moi j'ai fait une formation il y a quelques jours à Paris. Je peux vous donner plus d'infos si ça vous intéresse. Donc c'est une formation sur la radiesthésie uniquement sur ce qui est corps humain. Voilà, après vous avez le niveau 2 pour faire la radiesthésie dans un environnement. Donc moi j'ai fait le niveau 1 avec toute cette approche du corps humain. C'était super intéressant et moi j'ai beaucoup aimé le contact donc avec le professeur mais aussi avec les autres élèves parce que du coup on a pu se tester, en fait travailler par exemple 2 par 2 et se tester l'un l'autre. Donc ça c'est pas mal parce que vous allez voir qu'avec la radiesthésie on peut donc se servir d'un bouquin. On peut étudier tout seul, mais c'est vrai que c'est mieux de pouvoir s'entraîner avec une autre personne. Et la radiesthésie est vraiment ouverte à tous. On est tous capables de faire de la radiesthésie. C'est pas un don qui est uniquement pour les voyants ou autres. C'est ouvert à tout le monde et je vais vous expliquer pourquoi. Donc ce qui peut être intéressant déjà pour commencer, c'est de savoir qu'est-ce que la radiesthésie, d'où ça vient. Donc les origines de la radiesthésie. En latin, radius, ça veut dire rayon, et en grec, aesthesis, ça veut dire sensibilité. Donc, radiesthésie, ça veut dire perception sensorielle des rayons ou du rayonnement. Donc, c'est une pratique qui est très très ancienne, parce que déjà, on a des traces dans la Bible de la radiesthésie avec Moïse qui fait sortir une pierre de l'eau grâce à son bâton. Donc déjà, on a le côté un peu religieux qui ressort dans la Bible. On avait également des traces qui nous indiquent que durant la Rome antique, Jules César avait recours à des porteurs de baguettes pour établir des campements près des zones où il y avait des sources d'eau. On en retrouve également dans les tablettes sumériennes, mais également en Égypte ancienne et en Chine ancienne, en 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, c'est vraiment très très ancien. Donc avant, on n'appelait pas ça radiesthésie, on appelait ça la sourcellerie, du mot source. Et donc vraiment, on s'en servait pour pouvoir trouver des sources d'eau, donc pour pouvoir creuser des puits par exemple, ou creuser des maisons à proximité d'une source d'eau. Étant donné que dans certaines zones géographiques, le climat peut être plus ou moins aride, donc l'eau était précieuse et on a donc déjà en moins de 2000 ans avant Jésus-Christ eu l'idée de chercher de l'eau grâce à cette forme de bâton, donc qui était une baguette en bois, soit de coudrier, soit de noisettier. Je vais vous montrer une petite photo. Donc voilà, vous voyez comment elle se tient la baguette et en fait quand on trouve de l'eau, elle remonte. Voilà, vous avez cet effet de balancier vers le haut. Donc pratique très ancienne, c'est l'abbé Bouly au 19e siècle, donc abbé français qui est considéré un peu comme le père de la radiesthésie parce que c'est lui qui va lui donner déjà le nom. Mais qui va faire également énormément de recherches et qui va trouver de nombreux sites archéologiques. Il va chercher de l'eau, il va chercher des virus, il va également chercher des obus non déclarés après la guerre de 14-18. Donc il a même été chargé par le ministère de la guerre de les retrouver ces anciens obus. Et il a été le fondateur de l'association Les Amis de la Radiesthésie et il a été décoré de la Légion d'honneur. Donc un monsieur qui a fait beaucoup dans le domaine de la radiesthésie. On a également l'abbé Mermet, donc également du 19e 20e siècle, qui a découvert donc les fameuses grottes de Lascaux grâce à la radiesthésie. Il a également retrouvé des sources d'eau mais aussi des personnes disparues. Et puis des métaux, du pétrole, voilà. Donc je ne vous fais pas la liste de toutes les personnes connues dans ce domaine, mais en tout cas vous pouvez retenir ces deux grands personnages qui étaient l'abbé Bouly et l'abbé Mermet.
Vous voyez, s'il y a quelqu'un un petit peu, un sceptique religieux qui commence un petit peu à vous embêter par rapport à la radiesthésie, vous lui dites écoute mon coco, il y a déjà des traces dans la Bible et en plus ce sont les abbés Mermet et Bouli qui ont bien fait avancer la radiesthésie. Donc voilà, comme ça vous leur fermez le clapet, ils vous embêtent plus. Et puis si vous vous retrouvez face à un sceptique scientifique, alors j'ai pour vous également des petites données que vous pourrez leur balancer. Alors, parce qu'évidemment, il y a eu des travaux scientifiques qui ont été faits au sujet de la radiesthésie, et notamment dans les années 40. Vous avez deux ingénieurs, Léon Chauméry et André de Bélizal, qui ont donc travaillé sur un essai de la radiesthésie vibratoire. Et donc, dans cet essai, ils élaborent la théorie selon laquelle, en fait, c'est donc la force tellurique, ou qu'on appelle également la radiation terrestre, qui traverse le corps de l'homme. Et le pendule sert d'intermédiaire entre le corps de l'homme et donc cette force tellurique. Et donc il permet de détecter les ondes. Voilà. Eux, ils ont mis des mots scientifiques sur la radiesthésie. Comme ça, tout le monde est content. Les religieux, les scientifiques et les spirituels comme nous. Voilà. Alors, comment ça marche ? Donc là, les deux ingénieurs que je viens de vous parler, ils ont donc élaboré une théorie là-dessus. Effectivement, l'homme, il est composé d'atomes. L'homme, c'est de la matière. Donc chaque matière est composée d'atomes. Ces atomes, ils émettent et ils reçoivent des ondes. Par exemple, on a mesuré l'onde cérébrale qui, au repos, vibre entre 7 à 15 fois par seconde. Et en période de travail, donc en période de réflexion par exemple, il va vibrer de 15 à 30 fois par seconde. Donc ça vient démontrer le fait que l'homme est composé donc d'atomes qui vibrent et qu'il est également traversé par ces ondes. Les scientifiques ont également démontré que les formes, les couleurs, les minéraux, les végétaux, les animaux et la Terre globalement émettent également des ondes et les reçoivent. Et donc ces ondes qui sont, si on veut dire grossièrement, sont des énergies en fait. Les énergies, comme elles sont en perpétuel mouvement, ça se traduit par des forces électromagnétiques. Donc, pour schématiser comment marche le pendule, en fait, notre corps physique, il va recevoir une réponse et c'est donc cette captation de la réponse qui va se traduire à travers le pendule qui est donc un intermédiaire, qui est un objet, et qui va donc traduire cette réponse par un mouvement, donc soit de gauche à droite, soit au milieu, comme je vais vous expliquer dans ma deuxième vidéo comment se sert dans le pendule. Et donc ça, c'est un mouvement qui n'est pas volontaire. Il ne faut pas d'ailleurs que ce mouvement soit volontaire. Il ne faut pas non plus que ça provienne de votre mental. C'est important vraiment de faire le vide, et ça je vous expliquerai par la suite, de faire le vide dans votre tête pour éviter justement d'influencer le pendule et de le faire tourner d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est très important. Alors, moi je dirais en fait, pour simplifier vraiment les choses, ma perception en tout cas qui m'est propre, personnelle, c'est qu'en fait en nous on a la réponse à toutes les questions. Que ce soit dans notre inconscient ou dans un plan invisible, un plan astral, un plan spirituel, ce que vous voulez, on a la réponse. Sauf que on vit en fait dans une époque où tout ce côté justement inconscient, spirituel, etc. c'est assez... comment dire, on a tendance un petit peu à l'ignorer au profit de l'intelligence concrète et matérielle, du mental. Et du coup, on sabote ce côté spirituel, intuitif qu'on a en nous. Ce qui est vraiment dommage parce qu'en fait, il faudrait avoir un équilibre entre les deux. Donc on a cette réponse en nous. Et donc il faut faire absolument le vide dans son mental pour pouvoir recevoir cette réponse. Parce que c'est important, vous allez poser une question, mais il faut aussi être prêt à écouter la réponse. Voilà. Donc ce n'est pas le pendule qui bouge tout seul, c'est juste un objet, hein. Il n'y a pas de pouvoir magique ce pendule. Votre corps
C'est pas lui qui va non plus faire bouger le pendule, même si effectivement votre pulsation artérielle et votre tension nerveuse va agir. Et c'est pas non plus votre mental qui fait bouger tout ça. Donc c'est important vraiment d'avoir bien toutes ces choses-là à l'esprit et de vraiment vous faire confiance quand vous allez utiliser le pendule. La réponse, vous l'avez, elle est au fond de vous. Quelle que soit la justification que vous en donnez, vous avez la réponse. Donc posez correctement la question et attendez cette réponse. Et vous allez la recevoir si vous êtes capable de l'entendre. Voilà. Ça, ce sont mes petits conseils. Donc, quels usages pour la radiesthésie? Alors, vous avez l'archéologie, on a dit donc les grottes de Lascaux qui ont été retrouvées. Il y a également différents sites archéologiques, la minéralogie, la géobiologie. Vous avez également la recherche d'objets, de trésors par exemple, de personnes disparues, d'animaux disparus. Vous avez la radiesthésie en tant qu'outil psychologique, parce que certaines personnes vont s'en servir pour déterminer un profil psychologique d'un candidat, par exemple un candidat à un emploi. Ça va être très utile, je vous expliquerai par la suite comment faire. Et vous avez également la radiesthésie médicale ou vétérinaire, donc ça c'est également très utile. Parce que parfois vous pouvez avoir le cas d'une personne qui est atteinte d'un cancer, mais le cancer est en sommeil, il n'a pas encore pris ses fonctions de vampire au sein de votre corps. Donc les analyses que vous allez pouvoir faire en laboratoire, elles ne vont pas révéler que vous avez un cancer, mais malheureusement il est là ce cancer. Et la radiesthésie, elle peut vraiment vous permettre d'anticiper et de révéler que le cancer est là, que vous avez un ou plusieurs organes malades, et vraiment de vous permettre d'anticiper et d'agir avant que la maladie ne s'installe réellement et qu'elle soit difficile à combattre. Donc ça c'est vraiment un aspect de la radiesthésie, avec évidemment la recherche de sources d'eau, etc., qui est très importante, je trouve. D'ailleurs, les magnétiseurs se servent beaucoup de la radiesthésie pour soigner leurs patients. J'ai remarqué d'ailleurs au cours de ma formation, ça, en fait à chaque fois c'était lié. Le prof nous expliquait un truc sur la radiesthésie, paf, il rebondait sur le magnétisme, c'était vachement lié tous les deux. Et d'ailleurs dans cette formation, dans cette école qui fait ces formations, il nous disait si vous voulez faire la formation de magnétiseur, c'est bien d'abord de faire la formation de radiesthésie et ensuite de faire la formation de magnétiseur. Donc comme quoi les deux sont vraiment complémentaires. Voilà, et alors le dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est est-ce qu'on peut s'en servir pour de la divination? Alors là, vous allez entendre tout et n'importe quoi. Les radiesthésistes purs, ils vont vous dire non mais la divination c'est hors de question, on s'en sert pas pour faire de la divination. Voilà, bon, c'est un avis très tranché. D'un côté je comprends parce qu'ils veulent pas non plus être associés à Madame Irma qui dit la bonne aventure. Ils veulent vraiment que leur métier soit perçu comme un métier sérieux, donc on est là pour trouver des choses concrètes et ça je le comprends tout à fait. Maintenant je vois pas ce qui empêche d'utiliser la radiesthésie pour de la divination. C'est mon point de vue. Maintenant ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la question que vous allez poser aujourd'hui, qui va impliquer le futur, elle peut varier. Donc, comme le futur est immuable, il suffit qu'il y ait un événement qui se passe et qui chamboule tout. Donc, on n'a pas le contrôle du futur. C'est le destin, ce qu'on appelle le destin. On peut pas le contrôler. Donc, vous allez poser votre question, ça peut vous rassurer d'avoir une réponse, au contraire ça peut vous paniquer ou vous influencer, ça peut avoir un côté très négatif. Donc il faut poser le pour et le contre en fonction de votre caractère, de votre vécu. Est-ce qu'utiliser le pendule pour de la divination, ça risque de vous embrouiller, ça risque de trop vous influencer? Dans ce cas-là, laissez tomber, ne vous en servez pas comme ça. Si c'est plus parce que vous êtes curieux, vous avez envie de tester, mais vous gardez quand même l'esprit objectif en vous disant que la réponse que je vais avoir aujourd'hui peut ne pas être la même dans 2 jours ou dans 2 semaines. Dans ce cas-là, je garde quand même toutes les possibilités ouvertes devant moi. Dans ce cas-là, vous pouvez très bien vous en servir pour de la divination. Voilà, ça c'est mon point de vue.
Après, les gens font ce qu'ils veulent. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Alors voilà, donc ça c'était pour ma première vidéo sur les origines de la radiesthésie, à quoi ça sert, comment ça marche, etc. Ma deuxième vidéo, ça sera sur comment... vous aurez une vidéo sur quel type de livre je peux me servir pour m'aider, quel pendule choisir, comment se servir de son pendule, et ensuite les autres vidéos, je vous en parlerai par la suite. Voilà, ça sont les prochaines vidéos à suivre. Et bien je vous remercie pour votre visionnage et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye, c'était Mila.